Quand tu regardes bien, en réalité, ce que les gens veulent, c'est toujours la même chose. Ils veulent perdre un peu de poids, ils veulent être en forme, sentir bien. C'est ça que les gens veulent, en réalité. Et puis t'as une toute petite partie qui veulent superar, Se dépasser? se surpasser. Dans cette petite box, en plus tu pouvais même pas te garer, je sais pas comment faisaient les gens, quoi. Ça se garait devant, on était en plein dans le centre d'Ibiza, les gens qui couraient dans le pâté de maison avec le ballon ici, torse nu, passant entre les passants et entre les voitures. C'était de la folie. C'était des super souvenirs. Du recul, tu te dis, c'est insensé, mais c'est souvent quand t'es au pied du mur que tu fais des choses extraordinaires. C'était pas assez poussé, quoi. C'était vraiment tellement basique et les gens ne progressaient jamais. Tu voyais jamais de progression. C'était comme si, tu vois, les entraînements étaient faits à ce que ça te maintienne dans l'état de forme que tu avais, mais pas pour que tu progresses. La première box, elle a été créée par Glassman, le fondateur du CrossFit, qui a fait cette box en 74. Et il a construit sa première box à Santa Monica, Californie. Et donc ça s'appelle une box parce t'as pas besoin que des murs et des murs et d'un plafond construit. Donc t'as pas besoin de plus. Des murs, un plafond, voilà, t'es dans une boîte et tu t'entraînes. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une box finalement. On embarque immédiat avec Nicolas Raposo. Les passagers à destination du vol New York 711 sont prêts de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 to New York City, please proceed to the boarding gate B. Et si l'entrepreneuriat était la dernière aventure du XXIe siècle? Quelle que soit l'activité, l'expérience reste la même. La transformation d'une passion en business relève d'un parcours du combattant qui révèle les personnalités et les tempéraments. Et au final, comme le dit Nicolas Raposo, que nous retrouvons ici à Ibiza, c'est au pied du mur que tu fais des choses extraordinaires. Nous sommes cette semaine à Ibiza, où je retrouve Nicolas Raposo, créateur de la boxe de CrossFit bien connue à Ibiza, CrossFit Isla Blanca. Comment un enfant de Dunkerque, professionnel de football, devient le créateur de la première salle de CrossFit à Ibiza? Nous revenons sur l'aventure humaine et familiale de Clarisse et Nicolas Raposo, qui ont fait de leur passion, le CrossFit, le sens de leur vie. On évoque également le phénomène CrossFit, on parle d'alimentation du sportif, comment créer un business à Ibiza, la méditation, mais aussi le fameux esprit d'Ibiza, loin des reportages à sensation. Alors, prêt pour un embarquement immédiat à Ibiza, pour un voyage au cœur du CrossFit, de Dunkerque à Ibiza. Ben voilà, Dunkerque du nord de la France à Ibiza, ça fait un grand écart qui est super sympa, et un grand écart de température et aussi de culture. Donc, bonjour Nicolas, et puis je te Salut Charlie. Te présenter, nous expliquer voilà d'où tu viens et ce que tu as fait. Écoute, je viens comme tu l'as dit, je viens de Dunkerque, du nord de la France. Maintenant, la ville est assez connue grâce au film de Christopher Nolan. Effectivement, je suis né en 79, j'aurai bientôt 41 ans. Et puis effectivement, mes parents sont d'origine italienne. Mon grand-père qui est arrivé dans les années 50 après-guerre pour travailler ici sur les bateaux en France. Mon père est né aussi en Italie. Moi, je suis né en France. Je suis né à Dunkerque. Étant à Dunkerque, j'ai rapidement baigné dans le sport puisque mon grand-père et mon père faisaient déjà du football et donc j'ai déjà tout de suite baigné dans le sport. C'était dans le football au début. Alors c'est de famille, ouais. Voilà, c'était dans le sport au début, mais même à l'école, quand l'athlétisme, monter à la corde, courir, j'ai toujours senti que j'avais un petit peu cette envie de faire du sport et ces aptitudes physiques. Déjà le garçon un peu intenable. Ouais, c'est ça, grimper sur les arbres, sauter, courir, tout le temps à la différence d'aujourd'hui de la vie actuelle, tout le temps dans la rue, tout le temps en train d'aller jouer dehors, revenir avec les jeans ou les survêtements troués, tout le temps en train de faire du sport, quoi. Donc voilà, baigné dans le sport déjà depuis tout petit et sport-études, football. Sport-études, si tu vois un peu le concept, c'est le matin t'es à l'école et l'après-midi tu vas t'entraîner. Donc voilà, c'était ça, c'était le sport-études au niveau du foot, donc pour en tout cas faire avoir une carrière professionnelle. J'avais fait les sélections équipe de France, moins de 15 ans. Un bon niveau quand même. Ouais. À cette époque-là, finalement, pas la mentalité suffisante. C'est quoi pas la mentalité? C'était pas assez de passion pour le football ou c'était le sport d'équipe ou... J'avais la passion pour le football, surtout parce que j'étais baigné dedans depuis petit par mon père et en tout cas de par mon père. Voilà, on m'y a poussé, malgré j'aimais quand même ça, mais j'avais pas. Et quand tu veux être professionnel, il y a vraiment une mentalité à avoir, il y a une envie, c'est-à-dire
c'est-à-dire tu dois être assidu aux entraînements, tu dois t'informer, tu dois comprendre. Il y a un pas supplémentaire. Les footballeurs qui sont ou dans n'importe quel sport qui sont professionnels, en tout cas dans le football, ils sont pas plus forts physiquement que d'autres qui sont amateurs, mais ils sont plus intelligents, ils ont une plus grande maturité. Et c'est ça que j'avais pas en fait à cette époque. Ouais, J'ai commencé à écouter de la musique. Oui. J'ai commencé à être passionné pour la musique déjà depuis jeune, depuis de la musique électronique, et c'est ce qui m'a amené finalement à arriver jusqu'à Ibiza. Nous, dans le nord de la France, en Belgique, c'était déjà un pays où en Belgique où ils étaient déjà assez avant-gardistes. Oui, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de boîtes électroniques. Oui, totalement. Et je savais que à Ibiza, il y avait cette musique avec des DJ, et donc j'étais vraiment passionné de cette musique. Donc le foot a été un peu abandonné. Je m'étais un peu blessé, mais c'était vraiment un prétexte plutôt qu'autre chose, tu vois. C'est ton corps qui disait non quelque part peut-être. Ouais, j'avais envie de, j'étais plus passionné par cette musique à cette époque-là, et finalement je voulais, c'est ce qui me plaisait plus. Donc je me suis retrouvé en 98, je suis arrivé pour la première fois à Ibiza parce que je voulais écouter cette musique et parce que ça me plaisait. C'est pas le sport qui t'a attiré à Ibiza, alors c'est la fête, hein, en premier. Ouais, c'est la fête. 98, c'est ça, c'est la fête. Et je suis arrivé donc la première fois à Ibiza, et c'est ça qui m'a fait venir ici, et pas le sport. J'avais pas cette mentalité. J'ai toujours fait du sport toute ma vie, même quand j'avais arrêté le foot, mais j'avais pas cette mentalité, en tout cas pour le sport. C'est pas ça qui m'a fait venir à Ibiza, en tout cas à cette époque. Donc c'était qui tes DJ préférés à l'époque, ta musique préférée à l'époque? Alors à cette époque-là, en 98, c'était très pointu, ou parce que ici il y a du très commercial et du très pointu, il y a les deux ici. Alors c'était très pointu. Ouais. Déjà à l'époque, j'écoutais donc tout ce qui se faisait de Belgique, donc tout ce qui venait des DJ belges. À l'époque, les DJ étaient résidents, c'est-à-dire que tous les samedis quand t'allais en boîte, t'avais des DJ qui étaient résidents. Aujourd'hui, le DJ ça vient. Donc à Ibiza, j'avais pas de connaissances spéciales pour les DJ à part le Carl Cox qui était déjà là, qui était déjà connu à cette époque. Mais j'ai commencé à découvrir les DJ internationaux en venant à Ibiza. Donc tu pouvais aller dans n'importe quelle boîte ici. Il y avait en 98, qui tirait en 98. En 98, quand je suis arrivé la première fois, j'étais au Pacha et c'était DJ Pipi, une fête italienne avec des DJ italiens, DJ Ralph, Claudio Coccoluto. C'était cette fête-là la première fois. Donc je connaissais pas vraiment, mais c'est par là que ça a commencé et que j'ai commencé à connaître. Donc pas vraiment de connaissances. D'accord. Donc découverte de l'île. Voilà, découverte de l'île la première fois. Je suis arrivé à Satrincha la première fois. J'avais passé donc cette journée à Satrincha, c'était la toute première fois. T'as eu ce sentiment dès le début, ce sentiment de première fois on met les pieds ici, c'est soit tu détestes, soit tu tombes complètement amoureux de l'île, et après t'as juste envie d'y rester, quoi. Donc est-ce que ça a été ça dès le départ? Ah ouais, ça a été ça dès le départ. C'était ça dès le départ parce que on m'avait dit, si tu vas à Ibiza, il faut que tu ailles sur le Salinas, il faut que tu ailles sur une plage qui s'appelle Satrincha, tu vas voir l'ambiance qu'il y a. Il y a vraiment un esprit, c'est vraiment l'esprit de l'île et tout ça. Et puis quand je suis arrivé à Satrincha, c'était vraiment, je suis resté toute la journée, ça a été fantastique. Les gens qui avaient autour, tu sentais cette énergie, même si c'était à l'époque, quand t'as 18 ans, t'as pas vraiment cette connaissance, tu vois, mais tu sentais l'énergie qu'il y avait autour de moi, qui vient de Dunkerque avec toujours un ciel gris. T'arrives ici avec le ciel bleu, le soleil, la lumière, une énergie aussi, hein, l'odeur, tu vois, les odeurs des pins quand t'arrives ici, la musique, les gens qui sont réceptifs, tu te dis, waouh, là, je me sens dans mon élément. Ça a été vraiment incroyable. Donc oui, j'ai aimé, j'ai tout de suite senti cette magie dès la première fois. Et après, retour à Dunkerque. Donc, t'avais arrêté le football à l'époque. Donc après, comment t'es arrivé au CrossFit? Est-ce que le retour, alors c'est encore loin le CrossFit. Là, finalement, à cette époque-là, j'étais à Dunkerque et je savais que j'avais pas d'avenir spécifique à Dunkerque, même si j'adore cette ville. Je suis parti, comme j'avais fait sport-études. Quand tu termines sport-études, finalement, t'as pas d'études de spécifiques. Donc quand tu termines sport-études, c'est où tu continues dans le sport, ou sinon, tu t'as pas de bagage pour faire autre chose, quoi. Donc finalement, j'ai décidé d'aller en Haute-Savoie, à Annecy, où j'avais un de mes oncles qui était déjà lui professionnel de foot et qui jouait à Annecy. Il a fait toute sa carrière en 2e division et j'allais déjà chez eux en vacances quand j'étais petit, donc je me suis retrouvé à Annecy, où j'ai commencé à travailler à Annecy. Il fallait que je trouve un travail, donc j'ai travaillé dans la restauration au Grand Bornand, dans une station de ski, où j'ai commencé à faire la saison, l'été à Annecy et l'hiver dans cette station de ski. Voilà, il fallait que je gagne de l'argent, j'avais 20 ans et voilà, c'était ça au début. Donc ça, c'était dans les années 2000, 2001, 2002. Suite à ça, j'ai par le biais de clients qui m'ont dit, tu devrais venir à Genève, tu vas voir Genève, c'est super, tu devrais venir ici, ça te plairait et tout ça. Et finalement, je suis allé déposer des CV à Genève, et puis il y a un restaurant qui m'ont appelé qui s'appelait Movenpick à l'époque. C'était une chaîne de restaurants, ça existe toujours d'ailleurs. Ouais, ça existe toujours, ouais. Et qui m'ont contacté. Je suis arrivé en 2002, je suis arrivé en Suisse jusqu'en 2010. Et donc là, t'as fait 8 ans là-bas et dans la restauration. Alors dans la restauration, j'ai travaillé j'ai travaillé en boîte de nuit. Ouais. J'étais serveur en boîte de nuit jusqu'en 2010. Mais pendant cette période, ça a vraiment commencé en 2006, où je me suis dit, bon,
J'ai fait du travail dans la restauration, en discothèque là en ce moment, mais j'aimerais quand même repartir finalement dans le sport parce que tu continues à en faire du sport toujours à ce moment-là. Continué à faire du sport, mais je faisais du fitness traditionnel. En salle de sport, je courais beaucoup, je faisais du fitness traditionnel, des méthodes relativement basiques en fait si tu veux. Et finalement, j'ai commencé à passer mes premiers diplômes en Suisse à la FISAF où j'ai passé mes premiers diplômes en 2005 et 2006 de sport. Donc d'entraînement privé, d'entraînement personnel et entraînement de groupe. Et ce que je faisais, c'est les clients que je servais la nuit, je les entraînais le jour. Et là, ça a commencé dans le personal training. T'as commencé dans le coaching sportif déjà, voilà. t'as commencé. Ça a commencé le coaching sportif et là commence à. Et c'était le début un peu aussi du coaching sportif individuel parce qu'en France, ça c'était vraiment, ça existait pratiquement pas. Hein. Ouais. Alors étant donné que Genève est quand même assez international, t'as des gens qui viennent de tous les horizons. Un peu plus, t'avais des gens qui avaient eu des parcours en Amérique ou autres, qui avaient déjà. Tout à fait. Et donc voilà, le personal training, ça a commencé à vraiment à évoluer de manière fulgurante à cette époque. Donc j'avais une bonne clientèle, j'avais une clientèle très aisée puisque c'était les clients que j'entraînais. Ouais. Les clients qui buvaient la nuit, je l'entraînais le jour. Pour transpirer. Tu vois, donc c'était ça en fait un petit peu le principe. Et au fil du temps, en 2007, 2008, 2009, je me suis vraiment éloigné du monde de la nuit. J'ai réduit parce que je travaillais toute la semaine, j'ai réduit vraiment ce travail de nuit pour me focaliser dans la journée jusqu'au jour où en 2010, j'ai complètement arrêté et j'ai travaillé exclusivement dans un studio de personal training à Genève où c'était vraiment que ça. Ça s'appelait l'appartement. De là, toujours essayer il y a YouTube qui a commencé à arriver depuis ces années-là et on a commencé à être assez présent sur Internet et j'ai commencé à rechercher tout le temps. J'ai ma femme qui m'a offert mon premier TRX. Donc là, t'as rencontré ta femme à Genève, c'est ça? J'ai rencontré ma femme à Genève. Quand je suis parti de 2010, Elle est suisse ta femme d'origine? Non, elle est de Toulon. Et quand je suis parti en 2010, quand j'ai arrêté de travailler en discothèque en 2010, 2 semaines plus tard, elle est arrivée. Elle travaillait à Saint-Tropez. Elle est arrivée dans la boîte où je travaillais moi. Donc on se connaissait pas, mais on s'est croisés, mais on se connaissait pas vraiment. Et donc on s'est connus ensuite en 2011. C'est là où on s'est vraiment connus. On a fait un saut en parachute ensemble et c'est là où ça y est, c'était le saut de l'amour quoi. Ouais, exactement. Et donc voilà, j'ai commencé donc à chercher toujours des entraînements parce que je sentais que les entraînements que je proposais à mes clients, c'était les mêmes entraînements que tout le monde faisait. C'est toujours les mêmes circuits. Je voyais déjà quand tu allais dans les salles de sport, dès que tu arrivais, on te donnait le même programme, on te faisait faire des exercices sur des machines, mais il y avait pas vraiment de suivi. C'était toujours les mêmes entraînements, c'était toujours les mêmes répétitions. Ouais, en gros à l'époque, c'était quoi? T'avais les salles où t'avais pas forcément de suivi individuel, et puis t'avais les cours de fitness quoi. C'était les cours de fitness de l'époque des années des 2000, les steps, les machins, les cardio, il y avait les cardio exactement, où il y avait des entraînements où il y avait moi je m'entraînais donc à Holmes Place, c'était à Genève, où je voyais les entraîneurs qui entraîné en one-to-one. Mais je voyais ça et je me disais, mais moi, par exemple... Tu sentais qu'il y avait autre chose à faire, en tout cas. C'était pas assez poussé, quoi. C'était vraiment tellement basique et les gens ne progressaient jamais. Tu voyais jamais de progression. C'était comme si, tu vois, les entraînements étaient faits à ce que ça te maintienne dans l'état de forme que tu avais, mais pas pour que tu progresses. Tu vois, on te maintenait, on te donnait l'illusion de transpire un peu, ça me fait du bien, mais je vois pas vraiment de suivi. Donc j'étais tout le temps en train de m'intéresser, à ces méthodes d'entraînement, et j'ai eu mon premier TRX. Donc ça m'a intéressé, ça venait des États-Unis, c'était TRX, les entraînements avec les sangles. Un jour, je suis tombé sur Internet, et c'est là où ça a été déclencheur. Je suis tombé sur Internet sur la finale des Reebok CrossFit Games de 2011, et où j'ai vu les gars qui faisaient des ring muscle up, donc tu travailles de gymnastique, des overhead squats, c'était déjà 2 mouvements que j'avais jamais vus. Quand tu fais du fitness traditionnel dans les salles de sport, tu vois les gens faire des travails de pec, des squats, des élévations latérales, des tractions, mais tu vois jamais des gens passer par-dessus des anneaux, combinés avec des overhead squats avec une barre au-dessus de la tête, c'est quelque chose que tu vois jamais. Là on combinait, parce que CrossFit quand même, si tu vas nous expliquer, mais on combine plein de disciplines quand même dans le CrossFit. On va combiner du cardio, on va combiner de la muscu, on va combiner. C'est un peu ça. C'est ça. Si tu nous expliques un peu. On combine dans le CrossFit. Là où c'est intéressant, c'est que Craig Glassman, il a tout de suite compris la méthodologie. Il a pris tous les éléments essentiels de chaque discipline. C'est le gourou, c'est le gourou. Il est vraiment fort. Quand tu comprends ce qu'il transmet, tu te rends compte que oui, la programmation elle est incroyable parce qu'il a pris tout ce qu'il y avait du meilleur de gymnastique. Parce que dans ce qui est les entraînements calisthéniques,
techniques ou les entraînements du poids corporel, tout ce qui est les tractions, les pompes, les squats, les montées à la corde, c'est basique, tu vois, et il y a pas mieux pour comment tu dis en français, fortifier, comment tu dis ce que c'est? Se renforcer, non? Se renforcer. Ouais. Tu vois, des fois, je perds les mots, tu vois. J'allais dire fortalecer. Je confonds avec l'espagnol, tu vois. J'oublie les mots. Pour renforcer le haut du corps, il n'y a pas mieux que la gymnastique. Donc, il a combiné la gymnastique, puis le conditionnement métabolique. Donc, le travail de cardio qui est vraiment essentiel, que ce soit de la corde à sauter, la course, le rameur, de la bicyclette. Il y a tous ces éléments de conditionnement métabolique, de résistance cardiovasculaire. Et le lever de poids. Donc, en tout cas, on est focalisé là sur l'haltérophilie, donc avec des mouvements olympiques. Et lever de poids, ça peut être, comme tu le sais bien, ça peut être soulever des sacs de sable, courir avec un gilet lesté. Donc, il a combiné ces trois disciplines. Les gros pneus de camion, comme on dit. Les pneus de camion, tu vois, voilà, le travail de strongman. Combiné gymnastique, conditionnement métabolique et lever de poids. Ouais. Voilà, c'est ces trois éléments-là. Tout est combiné dans le CrossFit. Et quand tu comprends, quand tu étudies, parce que moi, j'ai vraiment compris quand j'ai commencé à étudier le level 1, quand j'ai commencé à étudier le level 1, c'est là où j'ai fait, je me suis dit, waouh. Le level 1, c'est quoi? C'est le premier niveau 1 pour, à l'époque, en 2014, c'est le premier pour enseigner et pour pouvoir ouvrir ta box de CrossFit. Où t'as vraiment là, toutes les connaissances. T'as pris donc la claque tu t'es dit, voilà, ça, c'est génial. Ouais. Et tu t'es dit tout de suite, c'est ce qu'il faut que je fasse? Faut que j'ouvre une box et tout de suite, tu t'es dit, pas, je me suis pas dit tout de suite, il faut que j'ouvre une box parce que même en 2014, je crois qu'il y avait une vingtaine de box en France et vraiment T'avais envie de créer ta boîte? Oui. T'avais cette envie-là? Oui. Ouais, quand même, quelque part. Déjà, en étant prof en travaillant dans les salles de sport, même déjà, je me voyais être dans une salle de sport. Mais à l'époque, je me voyais dans une salle de fitness traditionnelle. Il n'y avait pas encore la box de CrossFit. Donc, le projet tardait et ne s'est jamais fait parce que finalement, au fond de moi, c'est pas vraiment ce que je voulais puisque je me rendais compte que cette méthodologie, elle était dans les salles de sport. Je me suis dit, punaise, c'est ça. Toujours la même chose. Ouais, c'était déceptif complètement. Donc, c'est vraiment en 2014 quand j'ai étudié le level 1 et que j'ai compris la méthodologie, je me suis dit c'est ce que je veux faire déjà, c'est ce que je veux faire pour moi et c'est ce que je veux proposer à mes clients parce que tous les entraînements que je peux proposer aux clients, que ce soit en individuel ou aux clients dans la box, tous ces entraînements, je les teste déjà sur moi même pour voir un petit peu les résultats et après je les transmets aux clients. Donc voilà, c'est d'abord ce que je veux faire pour moi. Je teste et après je veux le transmettre aux autres. Le contraire vraiment de l'individualisme où quand tu fais de la compétition pour toi, tu t'entraînes pour toi, c'est que toi. Là c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir cette box pour transmettre ces connaissances, cette passion. Donc là, Genève toujours. Donc Genève. T'arrives ici, 2011, Genève toujours et avec Clarisse, donc avec ma femme, on vient en vacances. Je lui dis écoute, voilà. Il faut que... Tu venais déjà tous les ans un petit peu? Je venais déjà tout le temps pour la musique, tout le temps, j'adorais tout le temps venir pour la musique, jusqu'au moment où, comme je te dis, quand j'ai commencé à laisser ce monde de la nuit et être plutôt dans le sport et dans la santé, je venais ici toujours exactement pour la musique, mais je m'intéressais plus alors là à la nature et à autre chose et à ce qu'il y avait de différent. On parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a cette réputation de l'île où on se dit, voilà, on vient à Ibiza, c'est pour faire la fête et avec la musique. Ceux qui viennent ici, ils s'aperçoivent vite que en dehors de ça, parce que en fait la musique c'est sur 2 km de plage et qui reste toute l'île, que quand tu découvres l'île, tu tombes juste amoureux de cette nature. Alors en plus ils sont en train je trouve qu'ils sont en train de travailler sur l'écologie, ils sont en train de travailler sur beaucoup de choses. On va avoir que des véhicules électriques dans quelques années. Enfin je pense qu'ils vont faire de l'île quelque chose de préservé, les taxis drones, quelque chose de vraiment préservé. Et il y a ce besoin-là, mais il y a une découverte de l'île qui est juste géniale, quand on sort de cette partie-là et de cette image-là. Exactement. Ce côté festif de l'île, c'est comme tu viens de le dire, c'est 4% de ce qui se passe aujourd'hui sur Ibiza parce que tout le monde, ce qui est transmis à la télé ou dans les médias, on va montrer ces côtés-là. Ça plaît à tous les curieux de voir ce qui se passe et l'île. Alors que c'est vraiment pas du tout ça. Donc j'ai commencé de plus en plus à avoir cet esprit plus aussi spirituel où c'était tout un processus en fait qui s'est mis en place petit à petit sur le bien-être. La spiritualité, aller vers les autres, tout s'est mis à en fait tout le puzzle, c'est toujours une espèce de puzzle, on a tout dans sa tête et à un moment t'as les pièces qui se mettent en place et tu te dis voilà, c'est ça. Exactement. La structure, elle se met en place. Et donc 2011, je suis venu en
ici avec Clarisse en vacances, elle était plutôt de Saint-Tropez, donc elle avait toujours une mauvaise image d'Ibiza, de ce qu'on pouvait transmettre à la télé. Je lui ai dit, écoute, viens, on va en vacances, tu regardes un petit peu comment c'est, parce qu'on voulait plus être à Genève. On sentait que c'était fini, on avait passé un cap et on a senti qu'on devait partir. Donc on savait pas si on voulait aller dans le sud de la France ou si on voulait venir à Ibiza. J'avais jamais travaillé en France parce que j'avais toujours travaillé en Suisse finalement. Donc je me suis dit non, je veux qu'on aille à Ibiza. Elle m'a dit ok, alors on y va. Elle était enceinte de notre premier fils, donc c'était en 2012. Donc on est venu ici à Ibiza en vacances. Donc je me suis quand même arrangé pour lui montrer les meilleurs endroits de l'île. Ici on est allé partout, on est allé à Formentera et tout ça. Donc elle est tout de suite tombée amoureuse. Elle a rien vu de tout ce monde. On n'a pas été. Donc elle a rien vu de ce qui pouvait se passer ailleurs, tu vois. Donc elle est tombée amoureuse aussi de l'île. Elle est tombée amoureuse tout de suite aussi. Elle est tombée amoureuse tout de suite aussi. Elle m'a dit ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc 2012, c'est ça. Alors si c'est ça, ok. Si c'est ça, ok. J'ai dit d'accord. Donc parfait. Et donc 2012 et 2013, janvier 2013, j'ai mon premier fils qui naît. Et mars 2013, on arrive à Ibiza. Là, quand vous étiez ici, vous êtes dit, il faut qu'on ouvre notre box ici. Ça a été ça ou alors vous vous êtes dit, il faut qu'on vienne ici, on verra. Faut qu'on vienne ici et je vais continuer en tout cas le personal training. D'accord, ok. C'était pas forcément ouvrir ta boîte au début. Pas, okay. Pas encore. Un peu encore. coach. C'est quand j'ai commencé à faire du personal training ici, j'ai commencé à promouvoir mon activité, j'ai commencé à avoir différents clients, malgré qu'il y avait déjà de la concurrence sur l'île parce qu'il y avait déjà plein d'entraîneurs sportifs. Mais dans ce que je faisais, pas. C'était de nouveau, c'était des entraîneurs sportifs qui proposaient tous la même chose. Tous la même chose. Ouais. Donc, et en salle, il y avait quoi? Alors, il y avait pas de salle de CrossFit à l'époque. Non, aucune. Il y avait des salles de muscu. Ouais, il y avait des salles de muscu, mais c'était vraiment encore le niveau, il était encore inférieur à ce que tu pouvais voir en Suisse ou en France, quoi. C'était vraiment salle de musculation traditionnelle, quoi. Il y avait vraiment rien de percutant, donc je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait quelque chose de nouveau, quoi. On arrive ici en mars 2013 et j'ai des entraînements et je commence à en parler à Clarisse. Et je commence à parler en Clarisse en disant oui, effectivement, il faut qu'on ouvre une box de CrossFit parce qu'il y en a pas. Et je sais et je voyais que ça allait vraiment évoluer et qu'il fallait qu'on soit les premiers. Ouais, que ça allait prendre. Donc c'était un risque à prendre. C'est comme partout. Quand il y a quelque chose qui n'existe pas, bah ça fait peur à tout le monde. On se dit ouais, mais si ça n'existe pas, c'est qu'il y a une raison. Parce que personne veut le faire, parce que justement, c'était un gros risque. Et donc on a ouvert finalement, on a trouvé, je cherchais partout pour trouver des locaux. On a trouvé un petit local dans le. On a commencé ici de toute façon. J'ai pas commencé ici, on a commencé dans le centre d'Ibiza. On a ouvert en mai 2014. Ça a été la première box. Elle faisait 120 mètres carrés. C'était fou parce que c'était tout petit, minuscule, mais je sais pas. Et je suppose que vous avez tout fait tout seul au début. Tout fait tout seul avec mon père. Il y a mon père qui est venu. On a tout peint. On a tout fait seul. On peint tout seul. Le sol, tu vois, ça c'est encore le sol. Tout le sol qui est là, c'est le sol de l'ancienne box. Donc la peinture avec mon père. On a monté les barres. C'était vraiment. On a pris du matériel. Tout le matériel que j'avais pris, c'était un matériel juste pour avoir 10 clients. Il y avait 500 kilos de poids. Là, t'as investi comment à l'époque? Vous aviez un peu d'argent de côté? On avait un petit peu d'argent de côté de Genève, très peu. Et quand le jour où on a ouvert la box en 2014, le jour même où on a ouvert, on n'avait plus d'argent. Plus d'argent, ça veut dire plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ça rentre. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des inscriptions. Il faut du cash là. C'est vraiment un risque, surtout quand t'as un enfant et Clarisse enceinte du deuxième. Ah, vous aimez le risque tous les deux quand même. Avec le recul, quand tu penses aujourd'hui avec du recul, tu te dis c'est insensé, mais c'est souvent quand t'es au pied du mur que tu fais des choses extraordinaires. Donc, mais première ouverture de la box, premier jour. Là, vous avez fait des prêts à l'époque ou non, aucun prêt. Non, rien du tout. Rien du tout. De toute façon, ils te voient arriver ici. Ouais. De toute façon, on avait fait. Non, ils nous ont dit clairement, non, mais ça n'existe pas, ça ne marche pas, c'est une mode. Ce que je te disais, tu vois, c'est exactement ce que je te disais. C'était ça. Si ça n'existe pas, ils te disent non, faut pas y aller. Puis c'est une mode. Ouais, complètement. C'est une mode. Donc j'avais en face de moi un banquier qui était pas très à la page au niveau de l'actualité de ce qui pouvait se faire, donc pas vraiment envie de savoir. On est arrivé en plus avec un super business plan avec des chiffres déjà qui correspondent avec ce qu'on avait prévu aujourd'hui. Et non. De banquier déjà, si encore on était tombé sur un banquier qui faisait du sport et qui aimait le sport et donc qui aurait pu être, tu vois, ça l'intéresse. Non, c'était pas du tout le cas. Donc non. Ok. On est arrivé et rien du tout. Mois de mai, et puis mois de mai ça a commencé, les gens commençaient à venir en vacances. Au mois de mai, t'as déjà une autre clientèle, c'est pas une clientèle vraiment de clubbers, c'est les gens qui viennent découvrir l'île d'une manière différente. Donc au mois de mai, on est arrivé et bam. Comment vous avez fait votre pub là, votre communication? Alors ça a commencé Facebook et Instagram tout doucement. Sur peut-être la culture française déjà
Non, même pas. Non. Local? C'était même pas. C'était, il y avait pas encore vraiment tous ces groupes comme il y a aujourd'hui. On a fait les pubs sur Instagram comme on a pu. J'ai commencé à ouvrir un Instagram. J'ai commencé à faire Facebook à l'époque. plus d'ailleurs. Facebook. Là, à ce moment-là, c'était plus Facebook. Je postais les workouts tous les jours. Je postais les workouts tous les jours avec une image d'illustration où je postais les WOD. Et voilà, c'était ça. Finalement, c'était vraiment du bouche à oreille. On a fait un site internet. Donc voilà, et c'était le site internet, Facebook, Instagram, point. Et ça a pris tout de suite. Ça a pris tout de suite. Génial. Ouais, ça a pris tout de suite. Il y a du monde tout de suite. C'était dans cette petite box. En plus, tu pouvais même pas te garer. C'était, je sais pas comment faisaient les gens, quoi. Ça se garait devant. On était en plein dans le centre d'Ibiza. Les gens qui couraient dans le pâté de maison avec le ballon ici, torse nu, passant entre les passants et entre les voitures. C'était de la folie. C'était des super souvenirs parce que bon, c'était plus petit. C'est la première, donc c'est toujours très convivial. Ah, c'était des super souvenirs. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est vous, non? C'est on a fait la différence. C'est l'humain, je pense. C'est l'humain qui a fait la différence avec super sympa, super accueillant. Enfin voilà, l'envie qu'on avait, ce ça, qu'on voulait transmettre, et puis tout le monde se sentait bien à la boxe. C'était vraiment quelque chose vraiment de très fort, d'exceptionnel, quoi. C'était vraiment magnifique, quoi. Ça a pris tout de suite. Bon, génial. Là, vous êtes resté là. Donc, vous êtes dit, faut bouger au bout d'un moment. Alors regarde comment c'est passé. Mais on a commencé mai, juin, juillet, août, septembre. Vous avez fait la saison. Octobre, novembre. Ça a commencé à descendre, novembre, décembre. Ouais. Et c'était l'époque où c'était quoi? C'était il y a 4 ans, non? 2014. 2014. Donc c'était l'époque encore en 2014 d'hiver, ça se vidait complètement quand même, parce que là c'est en train de changer. Ouais. L'hiver, on a du monde ici maintenant. Il y a du monde toute l'année maintenant pratiquement. Oui. Ça commence un peu encore plus. cette année, ils disent qu'il y a une petite baisse cette année, bon, à cause des prix extrêmement chers et des prix extrêmement élevés. On en parlera tout à l'heure, mais. Mais cette année, il y a une baisse en tout cas. Mais c'est vrai que oui, l'hiver c'est super. L'hiver, t'as quand même moins de 200 à 000 cette époque-là, habitants. il y avait plus personne, ça se vidait. À cette époque-là, ça s'est vidé. Ouais. Novembre, ça s'est vidé. Et là, on s'est pris une claque. On s'est dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, ça a marché tout de suite, mais tous les clients qu'on a pu avoir pendant l'été, c'était les touristes. Donc, on avait plein de gens, mais tous les gens qui venaient du monde entier. Beaucoup de gens venaient. Puis t'avais pas assez Espagne, Italie, non plus d'Angleterre. dans ta box pour mettre assez d'argent de côté pour l'hiver non plus. Exactement. Donc, novembre, on est arrivé là, et maintenant, il y a plus les touristes. Il faut qu'on travaille avec les locaux. Donc, novembre, décembre, ça a baissé. Mais maintenant, ici aussi, on se rend compte que novembre, non, mais décembre, les gens se relâchent, ils viennent un peu moins. Ça va c'est rapide pour aller à Barcelone ou à Madrid. Donc les gens, en fin d'année, t'as un peu moins envie de t'entraîner, t'as des objectifs. En tout Je crois cas, que c'est le cas de tous les clubs de un peu sport. tout le de toute monde. façon, novembre, décembre, ça baisse. Tout le monde. Et après, t'as janvier, t'as les bonnes résolutions de janvier où on se dit, il faut s'inscrire au. C'est ça. T'as pris un peu de gras, tu t'inscris au club de sport. Ouais, tout à et fait. ça repart, voilà, à fond. Et c'est ça, et c'est ce qui s'est passé au mois de novembre, décembre. On s'est dit punaises, donc on était à la limite. À la limite, on s'est dit, punaise, mais comment on va faire, quoi? Est-ce qu'on ferme et comment on va devoir continuer à payer un loyer pour Vous êtes dit, à ce moment-là, c'était vraiment dur. C'est difficile, ouais. C'est difficile, là. Comment on fait, c'était compliqué. Donc il a fallu travailler avec les locaux. Donc il y a les locaux qui ont commencé à venir, mais c'était pas suffisant. Et janvier, on a commencé au mois de janvier, mi-janvier, ça a commencé à venir. Les gens commencent à venir. Mars, les gens commencent à venir ici pour trouver des appartements, Oui, les saisonniers et tout. Déjà. Oui. Et là, plein. Avril, là, à fond. plein. Ouais. À fond. Avril, plein. Là, vous êtes mai, dit, plein. si mars, avril, on est à fond. Ça va être compliqué cet été, c'est ça? Et ouais, parce que il y avait trop de monde. Ouais. Trop de monde, plus assez de matériel. Donc ça commençait, je me suis dit, alors qu'est-ce qu'on fait là? Là, je me suis dit, c'est la même chose que parce dans qu'après, les... faut pas que ce soit déceptif en termes d'expérience client. Eh oui. C'est-à-dire que c'est toujours le truc. Il faut du monde. Et après, s'il y a trop de monde, voilà, les gens ils se disent, non, il y a trop de monde, il y a pas assez de matériel. Il va avoir un effet pervers par rapport à ça. Et c'est ce que je disais à Clarisse, elle voyait pas ça comme ça, mais je lui disais, si, parce que là, les gens, ils regardent. Attends, juste, il y a un hélicoptère qui passe au-dessus, parce que là, on est dehors. Pour ça, on entend un petit peu de bruit derrière, parce que, voilà, les gens s'entraînent, on est plein dans la boxe. Il est possible qu'il atterrisse derrière parce que c'est la garde civile. C'est la garde civile, voilà, qui passe juste au-dessus, là voilà. derrière. Il y a Ibiza, voilà, même au mois de janvier, il y a plein d'animations. Donc, c'est pas très grave. Et effectivement, on s'est dit à Clarisse, je lui ai dit, écoute, je lui ai montré l'exemple, je lui ai dit, regarde, c'est comme si tu allais dans un restaurant qui était limité à 20 places, mais à chaque fois, tu dois faire la queue pour rentrer, tu dois attendre qu'il y ait une table qui se libère. C'est ouf. Tu te dis, bon, on passe le cap et on ouvre un restaurant plus grand. Donc, dans ce cas, on ouvre une box plus grande pour pouvoir accueillir plus de personnes, parce que c'est ça, en fait. On a franchi le pas la première fois, on a ouvert la box, mais maintenant, c'est ouvrir une box qui soit plus grande pour accueillir plus de monde. Et plus tu agrandis, plus tu peux accueillir plus de gens. Donc moi, c'était dans la mentalité que j'avais. Faire du meilleur accompagnement pour vous aussi, je suppose. Hein. Ouais, c'est ça. Grâce à un client qui avait
qui était passé par hasard. Donc là, tu par cherchais ici. à ce moment-là? On a cherché, et donc à ce moment-là, on s'est dit bon, il faut qu'on ouvre quelque chose et que ce soit rapide et complet. Et donc au mois de mai, on a trouvé ce local ici. Donc c'était quoi? C'était un local, c'était un garage? Ouais. C'était un Non, c'était quoi on avait un entrepôt, il y avait rien ici là dehors, c'était le parking, il y avait rien du tout. Donc nous on a fermé ici. On a vu donc ce local et je me suis dit c'est ici qu'il faut être là. Ouais. Là on est sur un vrai navet là on est à l'américaine. Là ça y est là. Là on passe le cap supérieur. Donc là, vous êtes quoi? Vous êtes locataire ici ou? On est Comment locataire. Ouais, d'accord. On est locataire ici là et voilà on a eu un client à moi qui était client à moi qui nous a aidé. En business angel un peu. Exactement. Voilà, il a été notre. Il est rentré dans le capital ou? Non, c'était notre. Il vous a aidé comme. Ça a été notre partenaire. Il a investi en tout cas pour ce qui était la partie des travaux. On n'avait pas assez de trésorerie pour pouvoir investir au niveau des travaux. C'était vraiment un coût qui est important. Il fallait tout construire à l'intérieur, quoi. Il fallait construire des vestiaires, il fallait construire des toilettes, il fallait construire des douches, fallait tirer les câbles, fallait. Donc ça a été surtout ça. Donc ça a été notre business partner en fait, où c'était uniquement ça. Et que alors si on parle un peu de business et de finance, que vous avez remboursé après ou qui est resté le partenaire? C'est ça. On a fait, on a de manière à ce qu'on avait en fin d'année, on versait un dividende sur réalité, tout simplement. En fait, c'était assez simple en réalité. Super. Donc là, on est en 2015. Là, on est en 2015. C'est là que je pense que j'ai connu moi en 2015-2016. J'ai dû connaître le club ici. Ouais, c'est à cette époque, voilà. On a ouvert. Il a fallu qu'on s'aille vite, donc on avait la petite box, et celle-ci où je faisais les travaux tout seul, parce qu'il y a un autre. Je crois qu'il y a un concurrent ici, non? Alors, il y a un concurrent qui fermera ses portes cette année. Ah ben voilà. Qui va fermer ses portes en mois de avril, je pense, que c'est leur affiliation était jusqu'en avril, qui était à San Jordi. Et donc c'était le premier client à nous en fait qui ont aussi voulu ouvrir leur box à San Jordi. Donc ils sont restés aussi quelques années, mais c'était pas du tout le même service qu'on pouvait offrir en réalité. Dans leur cas, ça a été plutôt une box de copains. En tout cas, ça s'arrête pour eux cette année, mais ils ont ouvert aussi en 2015, en avril 2015. Donc ça nous a donné aussi un coup de boost parce qu'ils ont ouvert quelque chose d'un peu plus grand que de ce qu'on avait. Je me suis dit là, il faut que non. Là, il faut se bouger parce que sinon, ça a été vraiment quelque chose qui a fait qu'on a ouvert directement. Donc les travaux, moi j'avais déjà aussi je continuais toujours en entraînement privé, plus la petite box, plus la gestion des travaux ici. C'était vraiment très difficile. Ça arrêtait plus le bébé qui ne dormait pas les nuits. Et oui, ça faut prendre en considération. Un enfant qui ne dormait pas. Là, la récupération est compliquée quand même. Très difficile, mais comme t'as la motivation, comme t'es extrêmement motivé, tu le sens pas, tu vois. L'après-coup, il vient après. Et là, après, vous avez enchaîné la saison derrière. 2015, on ouvre, on ferme la petite box. Et on passe ici là. Les gens suivent ici directement. Et donc là, ça a été vraiment, c'était vraiment génial. Donc là, ça a démarré tout de suite. Ça a démarré tout de suite. Super bien. Ça a démarré tout de suite et donc de plus en plus, à partir de là, ça a fait qu'évoluer en fait, en réalité. Quoi votre clientèle aujourd'hui? Vous avez pas mal de locaux? Ouais, elle est composée essentiellement de locaux. C'est vrai? Ouais. Essentiellement de locaux. C'est quoi? Tous les gens qui ont pu être là. 80% de locaux? Ouais. En tout l'été, si tu veux, à partir du mois d'avril, T'as des saisonniers après t'as tous ceux qui viennent travailler. Tu dois avoir 30% à partir de là, il y a 30% d'augmentation et c'est 30% qui viennent de l'extérieur. Les gens qui viennent, qui font des saisons. Puis plus ce qu'on appelle nous les drop-in, tous les gens qui viennent et qui font une session, où, tu vois. Et des touristes, c'est pas trop. Si, vous en avez aussi. L'été? Du coup, l'été, ça monte, l'été, ça monte. Ouais, c'est du touriste. Ouais, beaucoup. Ça part en flèche là l'été. Les gens viennent s'entraîner. Et là, vous êtes sur votre structure, vous êtes quoi? Toi, tu travailles avec ta femme toujours ici. Toi, tu t'occupes des cours et d'accompagnement. Tu fais toujours des cours individuels, non? Ouais, toujours. Oui, toujours. J'en ai fait encore ce matin. J'arrête pas d'en faire. Donc là, tu sélectionnes tes clients, je suppose, non? Je sélectionne les clients. Ouais. En réalité, j'aimerais sélectionner mes clients et j'aimerais avoir que des sportifs de haut niveau. Ouais. Parce que quand t'es coach, c'est ce que t'aimes, c'est entraîner des sportifs. Et ben, j'ai aussi des clients qui veulent être en forme, qui veulent être. Quand tu regardes bien en réalité, ce que les gens veulent, c'est toujours la même chose. Ils veulent perdre un peu de poids, ils veulent être en forme, ils veulent se sentir bien. C'est ça que les gens veulent en réalité. Et puis t'as une toute petite partie qui veulent se dépasser, se surpasser, et qui sont un peu plus compétitifs, tu vois, qui veulent passer leurs limites, mais en général les gens veulent s'entraîner. Donc ensuite c'est mieux que dans une salle de sport où tu es enfermé, parce qu'ici tu as tellement de diversité au niveau des mouvements, des entraînements, donc c'est beaucoup plus fun, tu vois, et puis la communauté elle est plus fun que d'être seul en face d'un miroir avec tes écouteurs tout seul dans une salle.
Ici, tu rencontres des gens avec qui tu discutes, tu parles, et puis tu te... Bah, c'est le principe du CrossFit. Moi, j'ai vu tout ça aussi. Voilà, j'étais sur Paris aussi, dans le CrossFit Reebok sur Paris, mais C'est là où j'ai passé mon diplôme la première fois. Ah, ok. À Reebok CrossFit Louvre. Ok, voilà, c'est là où j'étais. Et puis tu cours. Quand tu disais que tu cours en ville, tu vois, là tu cours en ville, tu vas aux Tuileries et tu vas aux Tuileries faire tes trucs, c'est génial, trop bien. génial. Ouais, c'est trop bien. Et c'est vrai qu'il y a cet esprit-là. Moi, je me suis fait des potes là-bas. Il y a cet esprit-là du CrossFit que tu trouves pas dans les autres sports de salle, où tu discutes avec les gens, tu deviens copain, tu travailles en binôme. T'as une émulation, une motivation, et t'es content de te retrouver à la prochaine boxe. Il y a un esprit quand même, je trouve. Et oui, c'est ça qui a plu directement en fait finalement aux gens. C'est comme je te disais, cette diversité au niveau des exercices et puis surtout cette communauté. Tout le monde parle de la communauté CrossFit. C'est ça parce que complètement. Ouais. On vit aujourd'hui dans un monde qui est, on le remarque, qui est porté sur l'individualisme, sur l'égocentrisme. C'est vraiment centré sur soi-même et pas l'autre. Ouais. Alors ce que les gens recherchent ici, c'est justement que il n'y a pas que toi. Il y a aussi d'autres gens qui sont autour de toi, où tu discutes de ce que t'aimes pas, des exercices que tu vas faire, de ton ressenti, comment tu t'entraînes, comment tu manges, et toi. Donc tu communiques avec les gens, et je pense que c'est... Et c'est intéressant parce que c'est là où tu trouves de l'émulation, parce que tu fais avec l'autre, tu fais avec les autres. Tu t'aperçois que tes difficultés que t'as à toi, voilà, t'as mal à un certain moment, t'es fatigué à un certain moment, les autres ils traversent les mêmes choses, quoi. Quand t'es seul à t'entraîner, quand t'as envie de t'arrêter, tu galères même souvent. Et quand t'es seul et puis que t'en as marre, des fois t'es pas motivé, quand t'es seul, tu t'arrêtes. Mais quand t'as quelqu'un qui te pousse, aujourd'hui, tu vois, ce matin. Même quand t'as le groupe qui te pousse, tu vois. Quand t'as le groupe qui te pousse. Ce matin, tu vois, j'ai fait souvent le samedi, c'est fun parce que les gens viennent, ne travaillent pas. Donc, tu vois, quand les gens viennent s'entraîner le samedi ou le dimanche, t'as un autre esprit. Donc, le samedi ou le dimanche, je mets souvent des team WOD, des entraînements en équipe de 2, équipe de 3. Quand tu t'entraînes en équipe de 2, en équipe de 3, quand t'as envie de lâcher, tu peux pas parce que tu peux pas lâcher l'autre qui est à côté, quoi. C'est ça qui est vraiment important, c'est cet esprit d'équipe, en fait. L'esprit d'équipe, et c'est ce que j'essaie de transmettre aux clients et à mes enfants, quoi. C'est l'esprit d'équipe. Là, ne pense pas qu'à toi. Aujourd'hui 5 ans et 7 ans. Ils font du CrossFit aussi. Ouais, là, ils ont fait parce qu'il y a des cours. Ce matin, il y avait des cours, il y a des cours de kids et d'enfants à partir de 8 ans. Là, on a fait les petits. On fait les enfants de 5 à 10. 5 à 10, super. Donc tu travailles avec ta femme, c'est vraiment cette ambiance familiale qu'on capte tout de suite quand on vient ici. Ouais. Bon, je te dis franchement, ma femme, des fois, on se voit pas. Des fois, il est 14h, dit tiens, alors on se fait un petit bisou. Ah tiens, c'est le bisou de ce matin. On bosse, quoi. Bah oui. Ah ok, d'accord. Comme elle est surtout à la réception et que moi en salle, on est chacun dans notre monde, quoi, en réalité. Donc là. L'été, quand il y a plus de monde, il y avait un autre prof pour les enfants ce matin. Alors là, ce matin, il y avait moi et Diego. Il y a Mike qui est là aussi. Il y a Martine qui est là aussi. En général, l'été, on tourne à 4. Et là, on est à 3 l'hiver. Et l'été, on tourne avec Martine qui est là en plus. Et là, vous êtes à fond, les 4, hein. À fond. Parce que l'été, ça doit être à fond, là. À fond, ça arrête pas. Les classes, elles sont, il y a tellement de gens, on peut pas refuser, tu vois. Il y a tellement de gens. Donc, puis, l'avantage, c'est on peut s'entraîner vraiment à l'intérieur, en extérieur. Donc c'est super, quoi. Les gens adorent ça. Donc là, l'extérieur, l'été, ça chauffe un peu quand même l'après-midi. Ouais, ça chauffe. L'après-midi, les gens s'entraînent pas. Ouais. L'après-midi, non, parce que c'est trop difficile. C'est trop chaud. Ah, aussi, écoute, t'as les gens du Nord, tu vois, les Anglais ou les gens du Nord. Ils viennent dehors, ça se met de la crème et puis ça s'entraîne dehors. Tu finis, t'es rose, tu vois. Donc les gens, ils aiment s'entraîner dehors et je le comprends. Moi, je vois quand j'étais à Dunkerque, moi j'ai la chance d'avoir la peau plutôt mate, tu vois, donc j'ai pas de problème avec le bronzage. Je vois tous mes copains et tous les gens du Nord, en tout cas quand ils viennent ici, c'est le soleil à fond, quoi. Donc si tu peux prendre le soleil et t'entraîner, alors. Et les gens, ils peuvent venir s'ils viennent une semaine ici. Alors là, c'est plus pour l'ambiance. Ils sont pas obligés de prendre un abonnement l'année. Ils peuvent venir une semaine. Ils peuvent venir faire du CrossFit pendant une semaine s'ils veulent. Tu peux prendre juste une session. Si t'as envie de faire juste un jour, tu peux prendre des bons de 3 sessions, de 5 sessions, de 7 sessions, de 10 sessions. Donc s'ils disent on peut faire une semaine ici, on peut venir faire du CrossFit le matin, on peut aller à la plage toute la journée. On peut, en général, ils viennent le matin. Ouais, c'est ça. En général, les gens viennent le matin. Le matin, c'est surtout les touristes viennent le matin parce qu'après ils veulent être libres, ils veulent avoir leur journée de libre. Et après, le matin, il y a 14h30 aussi. Et le soir, parce qu'on est ouvert l'après-midi, donc il y a beaucoup de drop-in l'après-midi. Mais tu vois, c'est marrant parce que le matin, regarde, je vais donner un cas de figure. Le matin, les gens qui viennent, t'as le couple. Et puis t'as l'homme qui vient s'entraîner
et la femme qui vient là où on est assis, tu vois. D'accord. Qui nous, qui est tranquille ici. On a un petit salon à l'extérieur. Voilà. Et qui s'entraîne pas. Elle laisse son mari s'entraîner, tu vois, ou son conjoint, tu vois. Et ensuite, ils partent à la plage et ils font leur journée. Ensuite, l'après-midi, c'est les couples. D'accord. Qui s'entraînent. Ceux qui font du crossfit, qui viennent, qui sont en vacances, qui sont pas à la plage, mais qui ont envie de venir s'entraîner, donc ils viennent s'entraîner. Donc ça, c'est des couples. Et le soir, c'est plutôt nos locaux. Ouais, qu'on fait leur journée de travail. Qui viennent travailler le soir. Donc on s'est un peu divisé en trois catégories en réalité l'été. Aujourd'hui, c'est quoi tes projets? Donc c'était vraiment cette transmission. Et c'est ce que j'aime. J'aime transmettre aux gens, j'aime quand les gens s'améliorent, j'aime quand les gens se sentent mieux. Est-ce que tu vois quelque chose de plus grand ou pour l'instant ça suffit? Est-ce que tu vois un autre club sur une autre partie de l'île? Je sais pas. Écoute, oui, effectivement, si tu dis un concurrent qui s'arrête, du coup, tu te retrouves tout seul? Ouais, il y a d'autres box aussi, enfin d'autres boxeurs. Il y a un autre centre aussi qui est un centre de sport, de functional training. Ils font évidemment ce qu'on fait nous, ils font évidemment du CrossFit. Comme t'en as beaucoup, tu vois, on appelle ça les pirates là. Ouais. Bon, ça tu peux rien y faire, hein, c'est la concurrence un peu déloyale, mais ça c'est comme ça. Oui, il faut de la concurrence, c'est bien. Dans tous les métiers, un peu partout quoi. Et j'avais aussi dans l'idée d'ouvrir quelque chose, par exemple sur Santa Eulalia et San Antonio, pour avoir vraiment trois. Les villes parce que là, principales. si on trace l'île un petit peu, on est au sud de l'île, hein, sur à la gauche, à l'est d'Evisa. Après il y a San Antonio qui est plus sur le nord, et puis Santa Eulalia qui est plus sur l'est. Exactement. On vivait à Santa Eulalia au début, quand on avait la première box, on vivait à Santa Eulalia, et c'est cool pour vivre, c'est vraiment super sympa. Donc tu dis pourquoi pas là-bas? Pourquoi pas là-bas? Maintenant, si on était focalisé sur Santa Eulalia et San Antonio, on a vu quelque chose dans San Antonio, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Il faut qu'on fasse une étude de marché, même si maintenant on a implanté depuis plusieurs années, donc ça va être en tout cas beaucoup plus facile, même dans les banques ou autre chose. Ce qui se passe, c'est que il nous faut un endroit où les gens puissent se garer, parce qu'on a des cours toutes les heures, donc les gens puissent se garer. Il faut des hauteurs de plafond. Il faut pas de personnes qui habitent au-dessus, parce que ça vibre. On peut pas lâcher des barbes. Tu l'as bien vu à Paris, tu peux pas lâcher des barbes. Donc c'est déjà compliqué. Alors, et les prix bien au-dessus de ce que ça vaut, tu vois. Je veux dire, c'est beaucoup trop cher. Donc c'est déjà un frein. Et carrément construire un hangar, ou acheter, construire. On y a pensé, mais c'est cher aussi, quoi. Ouais. La construction, ici, il y a des choses qui sont simples. La qualité de vie, elle est simple. Mais faire des choses simples, c'est très compliqué. Si on parle justement de ça, s'installer ici, créer un business ici, alors je parle pas d'un business de CrossFit, mais créer un business ici, s'installer ici. De mon point de vue, de mon expérience, nous, quand on est arrivé, on était paumé parce que on ne savait pas du tout comment faire. Il fallait qu'on fasse un NIE, il fallait, tu vois, les pièces d'identité de résident. On n'a pas été orienté. D'accord. Donc, si tu as quelqu'un qui t'oriente, qui t'accompagne, quoi. Qui t'accompagne et qui t'explique un petit peu toutes les démarches pour ouvrir un business, c'est relativement facile, même si les administrations, ici, dans le monde entier, en France, on le sait bien, c'est toujours très lent. Et on t'envoie d'un bureau à un autre, sans que tu aies de réponse vraiment à ta question. Ici, c'est pire. Donc, pour être clair avec toi, c'est si tu as quelqu'un qui est déjà ici, qui t'oriente sur les démarches à suivre, c'est facile. Il faut que tu aies un cabinet comptable qui t'accompagne. Il faut que tu aies quelqu'un qui t'oriente parce que je vois par exemple quand on a ouvert la box en 2014, on a ouvert la box et il fallait qu'on fasse ce qui s'appelle un projet technique. Un architecte qui vient et puis il t'a dit voilà, il te faut autant, tu vois un peu comment ça marche. Donc il est arrivé, il nous a regardé le local, il a dit bon ok, ici ça va coûter à peu près 20 000 euros. On a dit putain quoi, 20 000 euros, mais c'est l'argent qu'on a pour acheter le matériel, machin. On peut pas dépenser autant d'argent. Et on est allé voir un autre. Hop, ça a descendu directement à 3000. D'accord. Punaise. Ça passe du triple. C'est ça ici, hein. Faut faire quand même attention. Ils peuvent te prendre un peu pour un Américain rapidement. Faut faire attention. Complètement. Et puis t'as les concurrents. Moi, je sais que c'est ce que tu disais. C'est simple et compliqué en même temps. C'est simple et compliqué en même temps. Exactement. C'est assez contradictoire, mais c'est pour les gens qui ne sont pas ici, c'est un peu difficile à comprendre. Mais quand t'es ici, quand tu le vis, tu comprends. Tu comprends parce que même à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, qu'on va voir la mairie ou quoi que ce soit, regarde, on avait fait un événement cet été. On s'est dit, on va faire un événement, on va s'entraîner sur la plage et on va nettoyer la plage. Donc tous les gens sont venus, les gens sont venus s'entraîner, les clients sont venus, ils sont venus avec leurs enfants. On a dû aller faire une demande à la mairie pour savoir si c'était possible de nettoyer la plage. D'accord. Tu vas faire une bonne action. Et alors on était là, t'étais à l'accueil et la fille, tu lui poses une question, elle savait pas. Et finalement c'est eux qui nous ont prêté les gants et les plastiques, mais il faut aller à certaines heures.
sur un endroit en pleine journée, sur un endroit où il y avait des gens. Nous, on voulait aller sur des endroits où les plages, elles étaient plus ou moins sales, pas où les plages où il y avait déjà un ramassage qui avait été fait le matin. Bien sûr. Oui. Tu vois. Donc, des choses simples, c'est compliqué. Des fois, c'est aberrant. Et ce que je trouve ici à Ibiza, c'est que des fois, c'est aberrant, quoi. Tu comprends pas. Donc oui, c'est compliqué. Il faut avoir les connaissances. Il faut avoir des gens qui sont déjà là. Il faut avoir connaissance. Il faut connaître les rouages quand même. Ouais, c'est clair. Oui, t'as quand même quelques familles qui détiennent pas mal de choses ici. C'est ça. Si on parle du monde de la nuit, du monde des restaurants, t'as en gros une ou deux familles qui détiennent. Le monde de la nuit, le monde des restaurants, le monde de la construction, le monde des villas, de tout ça. Oui, mais moi je le vois pas trop puisque c'est pas un milieu dans lequel je suis à l'extérieur. Sur le sport, c'est vrai que t'as pas été embêté sur ce domaine-là, ça c'est clair. Ta passion, toi, aujourd'hui, c'est ça, c'est le CrossFit, c'est l'entrepreneuriat aussi, quand même, parce qu'on sent que t'as envie de faire des choses et que t'as envie de te développer. Vraiment, le CrossFit, c'est vraiment ce que j'aime. J'aime transmettre vraiment cet entraînement aux gens. Je transmets le sport à mes enfants. C'est vraiment, c'est vraiment ce que j'aime. Et c'est ce que j'ai toujours aimé. Tu sais, on dit toujours que dans la vie, on est tous là et on a une mission de vie. Et j'ai rencontré quelqu'un un jour, une personne très spirituelle et avec qui on a échangé et qui m'a dit c'était quelqu'un de connu ou non c'était quelqu'un, c'était une personne ici, c'était une personne qui venait de Belgique qui m'a inspiré en tout cas sur la spiritualité et tout. On a tous une action de vie, on est tous ici pour quelque chose et moi en tout cas le mien c'était de protecteur. J'ai toujours aimé protéger les gens et dans cet aspect de protection, ça a été d'aider les gens. Donc je les ai aidés à travers en tout cas le sport. Donc c'était vraiment cette transmission. Et c'est ce que j'aime. J'aime transmettre aux gens, j'aime quand les gens s'améliorent, j'aime quand les gens se sentent mieux. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé dans ce sport, quoi. Plutôt dans la prévention que dans la répression. Non, c'est bien, super. Tu vois, c'est génial. Donc ta chaîne YouTube, on parlait de YouTube, c'est un peu de tu faisais des publications, tu fais des publications sur YouTube. Je faisais des publications tous les jours, donc tous les jours. Mais là, t'aimerais aller un peu plus loin. Là, plus loin là. J'ai vraiment passé franchi le cap parce que c'est la continuité de toutes ces années, c'est toute l'expérience que j'ai pu accumuler au fur et à mesure. Puis c'est en parlant aussi avec d'autres gens qui ont mon âge, qui ont la même situation, c'est-à-dire qui ont un travail, qui ont des enfants, qui veulent continuer à s'entraîner, qui veulent continuer à être en forme. Et moi, je me suis rendu compte sur moi-même que j'avais toujours des douleurs et j'ai mal un petit peu à l'épaule. Jamais des douleurs parce que tu te blesses, parce qu'un mouvement est mal exécuté, mais c'est toujours des douleurs parce que tu as une surcharge de travail. Tu fais une surcharge de travail, et je parle dans le travail physique, tu vois, dans l'entraînement, et que t'as pas le repos nécessaire. Donc, je me suis dit, je veux plus m'entraîner de la même manière. Et j'ai vu autour de moi aussi plein d'athlètes professionnels qui participaient aux Games avant, qui ont plus de la trentaine ou qui ont la quarantaine. Quand t'as 40 ans, tu commences à ton entraînement, il doit changer. C'est clair. Ton entraînement. Alors, on continue toujours avec la haute intensité, qui est vraiment le cœur du CrossFit, où tu exécutes des mouvements avec une bonne mécanique, une bonne technique, mais exécutés rapidement parce qu'on sait que c'est vraiment l'intensité qui donne le résultat. Et en même temps, t'écoutes ton corps. Plus de qualité. T'écoutes ton corps quand même. Exactement. Il y a un moment, tu te dis. Tout à fait. Donc plus qualitatif, tu vois. Donc c'est-à-dire, je veux faire une chaîne YouTube où je vais continuer à faire mes entraînements. Je veux montrer aux autres comment une personne de 40 ans, bientôt 41, s'entraîne, tu vois. Tu le fais pas. Au mois d'avril. Ouais, ça va, merci. Donc comment une personne de mon âge s'entraîne. Donc c'est surtout pour inspirer d'autres gens. Donc c'était vraiment, cette chaîne, elle va être focalisée sur inspirer d'autres gens, montrer comment un athlète de mon âge s'entraîne quand à une box de CrossFit à gérer, des enfants, une famille, et de manière intelligente et avec un temps d'une heure d'entraînement. Donc c'est des vidéos où comment tu fais pour alors on te retrouvera sur tu vas la lancer quand ta chaîne? Je pense le lancer vraiment au mois d'avril pour mes 41 ans. Elle va être partagée sur Instagram, sur internet, sur ma page internet, sur IGTV. Bon, on partagera aussi sur le podcast. Donc voilà, ce sera à ce moment-là où ce sera des programmes d'entraînement en fait. Quand tu disais, c'est quoi ta journée type? Parce que publie sur Instagram, on voit, t'es avec ta famille, avec tes enfants, vous mettez en avant. Il y a le club, il y a tes entraînements. Tu fais aussi de la compétition, toi, au niveau international. Comment t'arrives à gérer tout ça? C'est quoi ta journée type, toi? Alors, ma journée type, je me lève le matin à 7h moins le quart. Je déjeune tranquillement. C'est rythmé? Ouais, je me lève tranquillement. Toujours pareil. Sauf le jeudi où je travaille pas du tout. Je me dédicace, j'emmène les enfants à l'école, je vais les chercher, je reste avec eux toute la journée. C'est le jour où je suis à eux totalement. Mais après, de toute façon, ici, c'est ouvert toute la semaine. C'est samedi, dimanche. Et les coachs sont là, ils savent, le jeudi, je suis pas là. T'as une alimentation spécifique, toi? J'ai pas une alimentation spécifique. Vous le voyez pas, mais il y a quand même un corps d'athlète. Je risque d'en décevoir plus d'un. C'est vrai.
À part en période de compétition où j'augmente mon apport calorique, parce que j'augmente, donc où j'ai besoin de plus d'énergie. Sinon, en réalité, j'essaie de manger de la qualité, le petit déjeuner le matin. Je mange 3 fois par jour, les 3 repas principaux. Et sinon, entre deux, je vais manger des fruits, manger un petit shaker de protéines entre deux. Mais tu fais attention à ton alimentation quand même je fais attention à 80%. Mais si 80% de ton temps, l'alimentation, elle est bien faite, je mange une pizza chaque semaine, toutes les semaines, je mange des pizzas. Je mange, si c'est pas tous les jours, tu vois. Donc, tous les samedis, je passe d'ailleurs, le samedi, là. Ce soir, tu vois, par exemple, on va manger des pizzas. Tu vois, donc, t'as pas supprimé la viande de ton alimentation? Non, je l'ai pas supprimé. J'ai essayé. T'es pas sur cette, J'ai essayé de le faire. Je m'intéresse aux véganes, je m'intéresse aux végétariens, je m'intéresse au régime céto, avec vraiment beaucoup une ouverture d'esprit pour essayer de comprendre. Et il y a plein de points intéressants qui sont extrêmement intéressants. Après, j'ai déjà essayé de supprimer la viande, j'ai déjà essayé plein de choses. Je comprends le concept, je comprends les gens qui prônent, mais j'en éprouve pas le besoin, en tout cas personnellement. J'ai plein de gens autour de moi qui sont véganes ou végétariens et je comprends leur démarche envers les animaux. Quand tu regardes un peu aujourd'hui, t'es informé sur les abattoirs, exactement. sur le traitement des animaux. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, comme je te disais, que je me mets je me mets à ta place, je me mets à la place des gens qui ont cette démarche et je les comprends totalement. Et j'ai essayé de le faire aussi. Après, je suis pas non plus un grand fan de viande. Tu vois, la viande que je mange ici, c'est de la viande, c'est ce qu'on appelle du pollo país. C'est de la viande qui vient d'ici. Elle est différente, tu vois, de ce que tu peux voir dans les abattoirs ou autre chose. La viande rouge, j'essaie de manger aussi de la viande, j'en mange de temps en temps, de qualité, mais c'est surtout de la viande blanche et des œufs que je mange, en tout cas dans l'apport de protéines, soja, viande blanche, œufs. Donc je suis pas un gros fanat de viande. Encore que tout ce qu'on voit, les abattoirs et tout ça, il y a 2 reportages sur Netflix qui sont intéressants. C'est The Game Changer qui est sur tu l'as vu celui-là, et il y en a aussi un autre qui est intéressant, il faut que tu vois, parce que c'est totalement l'inverse de Game Changer, qui s'appelle The Magic Pill. Je l'ai pas vu celui-là. Trop intéressant parce que c'est aussi sur le régime cétogène. Il te parle aussi que l'homme, qu'est-ce qu'il a besoin? On a besoin du gras. C'est les légumes, les noix, les noisettes. Mais par contre, on supprime les hydrates. Supprime le sucre. Le sucre industriel. Sucre industriel complètement supprimé. C'est le principe de du cétogène, que ton corps est sur en état de cétose, que le carburant de ton organisme, c'est plus les hydrates, le glucose, mais au bout d'un moment, ton corps, il prend ce qu'il va avoir besoin comme énergie, ça va être le gras. Ton corps se met au bout de quelques semaines en état de cétose. Et c'est sur ce reportage-là, The Magic Pill, il est vraiment intéressant, je te conseille de regarder. C'est l'inverse de l'autre. Tu te dis, punaise, tu vas écouter tu vas regarder ce reportage, tu vas dire, punaise, je comprends. Moi, quand je l'ai vu, là, j'ai vu il y a quelques mois, je dis, putain, j'arrête la viande. Après, tu regardes l'autre, il te prône le contraire. Où tu dis, punaise. Alors. Je crois qu'il faut trouver ce qui te correspond. C'est ça. Je pense que c'est ça. C'est pour ça. Il faut trouver ce qui te correspond et jamais dans l'excès. Et les apports de protéines, qu'est-ce que tu penses des apports de protéines, des poudres de protéines? Parce que là aussi, t'as du haut de gamme et on sait que dans certaines poudres de protéines pour la musculation, c'est carrément, c'est de la protéine d'abattoir, quoi. Enfin, c'est une très mauvaise qualité. C'est de très mauvaise qualité. Je pense de ça. Et vous en vendez, vous aussi? Non, j'en vends pas. Vous en vendez pas ici. J'en vends pas. Et puis, je vais te dire, je suis jamais vraiment, tu vois, là, j'ai pris, ce que j'ai pris là, c'est de la farine d'avoine. D'accord. Donc, de la farine d'avoine avec de l'eau. Ça a été vraiment pour avoir, après l'entraînement, pour être tout de suite, pour éviter le catabolisme. Je bois ça, là, tu vois, c'est de la farine d'avoine. Donc, c'est rapide. C'est du sucre rapide, où je recharge mon stock de glycogène, tu vois. Donc, c'est ce que je prends après l'entraînement. Je suis jamais vraiment assidu avec les protéines ou avec les compléments alimentaires. J'oublie de les prendre, les protéines et tout ça. Donc, sauf quand je suis en compétition, j'arrive à l'être pendant un mois ou deux, mais sinon, je préfère plutôt avoir un apport protéiné, de par l'alimentation. Mais les poudres de protéines, effectivement, t'as des poudres de protéines qui sont de haut niveau, comme la whey, ou t'as de la poudre de protéines qui est de la poudre. Si toi tu manges moins de, je te conseille de la Sun Warrior, pour pas dire la marque. C'est une protéine, c'est une protéine qui s'appelle Sun Warrior. Elle est assez chère, mais c'est de la protéine de haute qualité, quoi. C'est de la protéine. Mais sinon, les autres poudres, quand même, c'est quand même à fuir, quand même. Non, c'est quand même à fuir, effectivement. Par contre, ce que je prends, ce que j'adore prendre, ce qui me fait vraiment, vraiment du bien, ce que je prends, j'essaie d'être régulier là-dessus, c'est la créatine. Je prends toujours 5 grammes avant l'entraînement, 5 grammes après l'entraînement. C'est vraiment, quand tu te renseignes, c'est vraiment un excellent complément alimentaire. Tu te sens beaucoup mieux. C'est la créatine et acide aminé. C'est vraiment les 2 compléments alimentaires. Et les oméga 3. J'en ai 3. Les oméga 3, j'en prends. Oméga 3 d'huile de lin, pas de poisson. Donc oméga 3, acide aminé,
essentiel, BCA et la créatine. C'est vraiment ce que je prends et je me sens bien. Et des fois, j'oublie et j'en prends plus. Donc là, ta journée, Je prépare le workout parce que maintenant, j'ai décidé de le faire au jour. Comme ça, avant, je préparais toute une semaine entière. Maintenant, je me lève et c'est avec... alors le workout, pour les gens qui connaissent pas, c'est le plan de la journée. Ouais. Voilà, c'est l'entraînement du jour. C'est l'entraînement du jour. Voilà. Workout of the day. On a l'habitude des box, on arrive et on a le workout du dia. Workout of the day. Je dis du dia, mais of the day. Ah oui. Je mélange les... Et je prépare mon WOD tranquillement. Et après, t'attaques ici. C'est 8h ici le début. Après, ça commence à 8h30. L'été plus tôt peut-être, non? 8h30. C'est plutôt ici, c'est 8h30. 8h30 le premier WOD, ouais. Okay. 8h30, à 8h je suis à la boxe. Alors des fois j'amène les enfants à l'école et je viens à la boxe à 9h30, ça dépend quand c'est mon tour. Et on donne les premières classes. Ta femme elle fait des cours aussi? Non, elle fait la réception et puis elle fait tout le travail que j'aime pas faire, quoi. Et la boutique, elle fait toute la comptabilité, cette partie que je ne fais pas, tu vois. Et voilà. Là, t'enchaînes après. Et après, 12h30, je m'entraîne. À 12h30, je commence mon entraînement. Entraînement, 14h30, je mange. Et souvent, j'ai des personal training juste après. Et ensuite, sur le rythme espagnol, ouais, tu manges à 2h30, quoi. Bah oui. Ouais, c'est ça, ouais. Au grand désarroi de ma femme qui n'accepte pas de manger si tard. Effectivement. Donc nous, voilà, midi, non, ça n'existe pas. Donc on mange 14h30, 15h, effectivement. Donc après, je donne un cours privé. Ouais. Après le cours privé, je vais dans ma petite salle que j'ai ici. Et ça, c'est important que tu le saches. Je vais dans ma petite salle et là, je vais méditer. D'accord. Tu fais combien de méditation? En général, maximum 15 minutes. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Parce que je pars dans un état méditatif rapidement. J'ai mis une musique de méditation que j'ai toujours avec moi. Moi, j'aime faire ma méditation avec la musique. Donc, je mets des musiques. Tu fais pas le matin, tu fais plutôt au milieu de la journée. Le matin, avant de me lever, je fais des respirations. Du 4, 7, 8 pendant plusieurs minutes. T'inspires 4 secondes, tu bloques 7 secondes et tu expires 8. Jusqu'à temps que je sens que je me sens bien et j'arrête, j'écoute mon corps. Et l'après-midi, je me mets dans la petite salle, je mets ma musique de méditation, donc c'est vraiment des sons, des vibrations. Et en quelques minutes, je suis parti. Génial. Et je me réveille, j'ai l'impression que, alors que t'es dans un état méditatif, donc t'es pas vraiment dans un état de sommeil, ni dans un état de conscience. Puis dès que je sors, qu'il y a les coachs qui sont là ou d'autres, mais attends, tu viens de rentrer, t'as déjà fini? Moi, j'ai l'impression d'avoir passé... Et là, vous finissez à quelle heure? 5h30. Alors moi, en général, je fais des classes 5h30, 6h30, 7h30. Je reste là. Et après, 7h30, 20h. Après, je rentre à la maison. Et après, là, je suis avec ma femme. Après, l'importance de la famille. Oui, cet équilibre, il est vraiment primordial. Et voilà, ma journée type, elle est comme ça, quoi. Si t'avais, pour finir, une inspiration, je sais pas, des gens qui t'inspiraient, c'est quoi? Alors, dans les gens qui m'ont inspiré, en premier lieu, ça a été Anthony Robbins, en tout cas sur le développement personnel, Krishnamurti. Cet indien, tu vois, avec sur la connaissance de soi, les paroles, enfin, tu vois, il y a tellement de choses intéressantes. La PNL, la programmation neurolinguistique. Vadim Zeland, qui est un physicien quantique russe qui a fait des livres sur le transurfing, qui m'a vraiment extrêmement inspiré, en tout cas sur le monde d'aujourd'hui, sur l'espace des variantes. Donc voilà, Anthony Robbins, Vadim Zeland, Krishnamurti, Miguel Ruiz, qui a fait Los Cuatro Acuerdos, les 4 accords Toltec, qui est vraiment un si haut livre que je lis toujours, même je l'ai depuis des années, mais souvent je reviens à le lire de nouveau. C'est bien d'y revenir. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est vraiment une bible, ce livre, et il est vraiment incroyable. Et puis, j'ai des livres que je regarde là sur la programmation neurolinguistique et les performances sportives. Mais la PNL, tu vois, quand j'ai commencé le premier bouquin de PNL, le premier que j'ai lu, ça a été la PNL pour les nuls. Le premier livre que j'ai lu. Et après, ça a été le pouvoir de l'intention d'Anthony Robbins. Ça a été celui-ci. Et celui que j'utilise toujours encore aujourd'hui, c'est un livre qui date de 98, qui s'appelle PNL et performance sportive. Et c'est celui qui m'inspire toujours parce que c'est tellement pointu, c'est tellement d'actualité. Et puis dans le sport, tu vois, moi je le vois dans le sport, le comportement corporel de mes clients, dans le tout quoi, pour la préparation physique, pour la préparation mentale. Voilà, c'est ce qui m'inspire. Et si t'as jamais lu Vadim Zeland, le transurfing, le premier s'appelle l'espace des variantes. Je vais me plonger là-dedans. Fantastique. Bon, mais on a fait un super épisode, on a dépassé largement l'heure, mais voilà. Tu vois, je t'ai dit que je parlais beaucoup, hein. Ouais, mais je t'avais prévenu, on a abordé plein de choses et c'est vraiment génial. Bah, écoute, je te remercie Nico, et puis voilà, bonne route. Bon, merci à toi. Et puis venez ici sur l'île, et puis venez au CrossFit Isla Blanca, vous pouvez débarquer comme ça et Nico vous accueillera sans aucun problème. Avec plaisir, on vous attend, que ce soit les francophones ou tout le monde, on vous attend à bras ouverts. Toutes les langues sont accueillies ici. Y a pas de problème, on parle toutes les langues. Ouais, génial. Bon, merci à toi. Merci à toi. Embarquement immédiat est maintenant terminé.
J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible. Mike Horn.